Donc nous continuons notre description et notre analyse du cas d'Eugénie, sachant qu'il peut s'agir de plusieurs femmes, n'est-ce pas? Et il y a pas mal de femmes qui vivent des choses comme vit Eugénie. Et c'est des choses dont elles peuvent se plaindre, hein, mais des choses aussi qui réjaillissent aussi sur les partenaires et qui produisent des problèmes dans les couples. Donc elles se plaignent de ça, donc c'est un problème. Ce n'est pas pour moi un amour de l'analyse gratuite, c'est l'analyse des situations qui sont compliquées pour ces personnes. Donc nous avons parlé de ces sacrifices féminins chez ce type de femmes, sachant que c'est un type particulier des femmes aujourd'hui. Évidemment, chez les hommes aussi, il y a quelques types d'hommes, mais la typologie masculine, elle est beaucoup plus réduite que celle féminine. Chez les femmes, il y a plusieurs types, n'est-ce pas? C'est un nombre incroyable de femmes. Presque chaque femme est un type particulier. Alors, évidemment qu'il y a des traits communs, hein, et on peut parler quand même de quelques types bien définis pour les femmes. Alors, nous parlons du sacrifice qui font certaines femmes de l'expérience ou de la dimension amoureuse, hein, et de l'hypersensibilité au sexuel. Donc je ne parle évidemment pas de toutes les femmes, mais d'un type particulier des femmes. Et c'est de ce cas qu'on a bien voulu appeler Eugénie. Donc nous avons vu qu'il se dessine dans ces fantasmes, qui a quelques caractéristiques, n'est-ce pas, qui est une rébellion féministe contre une supposée domination masculine. Mais il faudrait après la définir, parce que la domination masculine dont il s'agit en l'occurrence, ce n'est pas une question de violence des hommes. Là, on pourrait dire, voilà, là c'est vraiment clair, il ne s'agit pas non plus de quelqu'un qui l'a traumatisé ou qui la traumatise encore aujourd'hui dans une relation de couple. Non, pas du tout. C'est simplement une domination masculine toute théorique chez elle. C'est-à-dire, c'est presque idéologique. C'est-à-dire que d'avance, pour elle, comme il y a dans le monde des hommes et des femmes, et puis aujourd'hui même d'autres choses qui sont plus ou moins identifiables, et pour elle, à partir du moment où il y a des femmes confrontées à des hommes, forcément ces hommes-là ont l'intention et ont le projet et l'appliquent un projet de domination. Domination de qui? Des femmes. Ah, bon. Et que cette domination-là, donc, on ne doit pas accepter. Je ne vois pas pourquoi, mais bon. Pour elle, c'est comme ça. Et qu'il faut en plus se rebeller contre ça. Mais en se rébellant contre cette domination qu'elle conçoit des hommes sur les femmes, elle produit une réaction, produit une réponse, et sa réponse est de faire comme les hommes. Non pas tous les hommes, mais ceux qui dominent. Donc finalement, sa rébellion et sa libération devient à reproduire la chose dont elle veut se libérer. Donc c'est très paradoxal. C'est très très paradoxal. Et dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui doit être. On pourrait se demander pourquoi ça doit être, mais qui doit être sacrifié. Et ce qui doit être sacrifié, c'est l'amour pour elle. Alors évidemment, nous sommes en train de voir que ce sacrifice féminin de l'amour ne vient pas comme ça gratuitement, ne vient pas comme ça, mais qu'il vient déjà d'une volonté ou d'une position volontariste, volontaire du père vis-à-vis d'elle. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance très tôt, dans l'adolescence très tôt,
dans la combinaison de ces deux choses-là, de l'enfance très tôt et de l'adolescence très tôt, pour produire à un moment donné, n'est-ce pas, une cristallisation qui amène à ça, à un sacrifice de l'amour. Mais il faut sauver en fait le père. L'idée c'est qu'il faut sauver le père de quoi? Il faut sauver le père d'une ruine financière qui s'annonce ou qui s'est déjà annoncée, ou dont le père s'est engouffré. Alors peut-être par la faute d'une femme, par la faute de la mère de cette femme-là, par la faute d'elle-même, parce qu'au moment où elle est née, ça produit chez les pères un trouble impressionnant, ou par la faute directe du père. Donc, un sacrifice se substituant à un autre, c'est-à-dire le sacrifice financier du père va se muter en sacrifice de l'amour pour elle. Elle va devoir sacrifier l'amour pour obtenir quelque chose, pour obtenir, si vous voulez, des bénéfices ou obtenir des avantages et bénéfices qui vont aider, surtout financièrement, le père. Et alors, tout ça, ça n'est pas venu comme ça si facilement, n'est-ce pas? C'est que là aussi, si on parle d'un type de femme, on est bien obligé de parler d'un type de père, un type de père pour ces femmes-là. Hein? Et ce père-là, le père de ce type de femme-là, est un père qui se pose toujours comme un grand moraliste vis-à-vis de sa fille. Alors, il l'aime très fort, il sait accaparer sa fille, il a réussi à la conquérir psychologiquement, n'est-ce pas? Mais en plus de ça, il exerce un amour sublimé, mais un amour libidineux, très libidineux, qui pousse sa fille à la transgression sexuelle, à la transgression perverse. Alors évidemment que ça reste, comment dire, impossible à être vécu, cette transgression perverse, parce que cette fille, elle a intégré trop bien la loi du père. Elle vit avec ses surmois indépassables. Il ne s'agit pas de femmes qui traversent, qui font des trous dans les surmois, pas du tout. Elles sont au contraire très surmoïques, mais d'un surmoi très différent du surmoi d'autres surmois, d'autres impératifs, d'autres convictions, d'autres idéologies. Mais elle va créer quelque chose d'équivalent avec son fantasme féministe, avec ses attitudes de séduction généralisée, etc. Et cette femme-là, elle va créer donc un moralisme qui serait équivalent. Le moralisme du père est accompagné d'une relation séductrice vis-à-vis de la fille, avec des connotations sexuelles, même s'il n'y a pas de passage à l'acte, évidemment. Et il y a un désir trop appuyé, mais avec des questions d'argent. Alors, évidemment, la petite Eugénie, elle avait été très tôt angoissée par l'idée ou par le risque d'être la menace, d'être abandonnée. À un moment donné, elle a pu le penser, hein, et ce n'est pas un délire, c'est que c'est une construction fantasmatique à partir de ce que la réalité lui montrait. Et quelle réalité? La réalité, par exemple, du vécu familial. Et laquelle réalité là-dedans? La réalité
du couple parental, par exemple, les disputes incroyables. Bon. Et la lutte très violente lors du divorce, lors de la séparation et lors du divorce. Et là, elle a pu avoir peur d'être laissée de côté sur la route, d'être un peu jetée sur le bord du trottoir. Donc elle s'est construit une phrase comme ça, un fantasme comme ça, c'est de pouvoir jouir, en plus d'être, mais de pouvoir jouir d'une place qu'elle décrit comme étant celle de star dans les caniveaux. Elle se situe comme une star dans les caniveaux. Donc d'un côté, il y a une valorisation de son image, mais de l'autre côté, il y a un ravalement de sa position. C'est la star et le caniveau, deux choses qui sont opposées, mais qui se rejoignent en elle. Et combien de femmes on peut voir aujourd'hui qui sont comme ça, n'est-ce pas? Qui veulent être stars, mais qui se retrouvent tout simplement dans les caniveaux. Et qui ont leur moment de gloire, bien sûr, dans les caniveaux, au bord du trottoir, n'est-ce pas? Délaissés de côté sur la route de la vie. Donc, son fantasme va se construire autour de trois éléments. Le premier élément, c'est une angoisse d'être abandonné et de ne rien valoir pour l'autre. Cette angoisse d'être abandonné, elle peut être, dont on a parlé là, parce qu'il y avait le conflit parental et que est-ce qu'il fallait aller avec l'un ou aller avec l'autre, et si on allait avec l'un, on perdait l'autre, et peut-être qu'on pouvait perdre les deux, on n'allait ni avec l'un ni avec l'autre, etc. etc. Donc la dissolution du lien parental pouvait être pour elle déjà plus d'autres sources pour qu'elle ait cette angoisse d'abandon. Mais un deuxième élément, c'est qu'il y a à cette époque-là une surexcitation sexuelle dans les relations de séduction. C'est-à-dire que cette problématique de la séparation des parents peut-être est venue à un moment donné où elle était en train de développer, n'est-ce pas, ce tour de la pulsion sexuelle lors de la puberté, par exemple. Ça, c'est une possibilité, ça, c'est une modalité. Mais une autre, c'est parce que peut-être qu'à ces moments-là, elle a découvert que le conflit parental prend source quand elle découvre le père avec la babysitter, par exemple. Ou alors, quand elle découvre que ça vient parce que la mère, elle est partie avec le voisin, ou parce que la mère, elle est partie avec l'instituteur, son instituteur à elle, et ainsi de suite. Donc, cette surexcitation sexuelle peut venir exister en lien avec l'angoisse d'abandon quand la dissolution, les conflits, la lutte, la bagarre entre les parents non seulement possède une connotation sexuelle, érotique, ça c'est pas grave, c'est le propre des couples, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ça touche à une personne, un personnage qui fait partie un peu de son monde à elle, à la fille. C'est soit la babysitter, les voisins, un oncle, son instituteur, et ainsi de suite. Vous voyez, donc ce sont des personnages qui sont très proches d'elle et avec qui elle peut avoir des relations, des séductions générales comme ça, sans que ce soit sexualisé, mais qui soit, voyez, et qui puisse apporter, n'est-ce pas, des fantasmes. Troisième élément pour la construction de son fantasme, sa tendance à l'imagination foisonnante. Et cette tendance à l'imagination, elle n'est pas appliquée à tous les domaines de la vie, c'est surtout au thème du sacrifice. Donc, voilà.